Bon, bref, on va essayer de terminer sur une séance plus interactive qu'une table ronde habituelle où il y a les gens qui parlent sur l'estrade et où ça frustre l'auditoire. On n'est plutôt pas très nombreux, donc on va essayer de privilégier un peu les discussions, les interactions. Pour ceux qui restent, parce que c'est sympa d'être resté. On s'est posé des questions en fait quand on a commencé à préparer cette table ronde sur il y a les deux appels d'offres, donc un qui était plutôt orienté sur prévention, pas encore prophylaxie, et l'autre sur tout ce qui était utile de durabilité. Donc on a un tour de table avec la double valence. C'est-à-dire on va avoir donc des gens qui vont se présenter qui travaillent plutôt sur la durabilité et les autres plutôt sur la prévention. Et aussi la double valence entre chercheurs et expérimentateurs et gens de terrain. Même si des fois la frontière elle peut être un petit peu poreuse. Donc je vais passer la parole à Frédéric pour qu'il se présente. On va commencer par le round de présentation. Frédéric, à ton tour. Parce qu'il y a une logique dans le fait que ça soit toi qui commence, puisque moi, vous avez vu, je travaille sur l'évaluation multicritère à l'échelle du système de culture. Et donc, toi, tu travailles sur l'évaluation multicritère à l'échelle de... Bon, à l'échelle de l'exploitation agricole. Donc, bonjour à tous et bonjour aux collègues qui nous écoutent en visioconférence. Donc, je travaille à l'INRAE de Bordeaux, à l'unité ETIS, unité pluridisciplinaire. Et je travaille cette question de l'évaluation de la durabilité à partir d'indicateurs, et notamment en coordonnant les travaux sur la méthode IDEA, indicateur de durabilité des exploitations agricoles. Voilà. Olivier Théron, bonjour à tous. Donc, INRAE aussi, centre de Colmar, laboratoire agronomie environnement. Je suis agronome du territoire et je coordonne le développement d'une plateforme de modélisation et d'évaluation intégrée des systèmes agricoles, des territoires agricoles et maintenant des systèmes de bioéconomie territoriale, c'est-à-dire l'ensemble des filières biomasse qu'il y a dans un territoire. Et dans notre approche, qui est multiniveau, on représente explicitement le niveau parcelle, le niveau bloc de parcelle, donc on pourrait appeler système de culture, le niveau exploitation, le niveau interaction entre exploitations, jusqu'au niveau territoire, qui peut être un territoire biophysique comme un bassin versant, ou un territoire de gestion comme une intercommunalité, comme un bassin d'approvisionnement. Je passe la parole donc, aux experts de terrain. Oui, il y en a plein d'autres. Donc juste pour vous dire qu'il y avait quand même une logique à se présenter dans ce sens-là au niveau de l'emboîtement des échelles dans la version de Matryoshka. Et maintenant, on va passer aux experts de terrain, donc Thibaut et Maxime. Bonjour à ceux que je n'aurais pas encore salués. Donc, Thibaut Nordet, je suis directeur de Terre d'Essai. Donc, Terre d'Essai, c'est une station d'expérimentation spécialisée en maraîchage biologique dans les Côtes d'Armor. Et on met chaque année en place des essais pour répondre aux besoins des producteurs maraîchers. On est rattaché au Serafel, qui est une association d'organisation de producteurs qui regroupe 1700 producteurs et qui commercialisent leurs légumes sous la marque Prince de Bretagne. Et Frédéric, tout à l'heure, tu disais que il y avait un petit peu d'expérimentateurs-chercheurs. C'est mon cas, puisqu'avant d'être directeur de Terre d'Essai, j'étais effectivement chercheur au CIRAD. Et pour ma part, Maxime Paolucci, alors je travaille également dans une structure qui fait de l'expérimentation, mais également du conseil. Alors, contrairement à Thibaut, du coup, moi, je vais faire de l'expé chez les producteurs, surtout, un peu en station d'expé, mais je fais aussi du conseil. Donc, ce que je fais en expérimentation chez les producteurs adhérents à notre structure me sert aussi à alimenter donc ma réflexion dans le conseil. Voilà. Et je fais partie du réseau Défi Ferme. Je suis ce qu'on appelle un ingénieur réseau, donc j'anime un collectif d'agriculteurs qui travaille spécifiquement justement sur la réduction des phytos, et c'est chez pas mal de ces agriculteurs que je mets en place des essais. Et je fais aussi dans le réseau Défi un travail de massification à l'échelle nationale et du nord-est de la France avec les autres collectifs Défi. Voilà. Donc la première chose qu'on a commencé à réfléchir tous ensemble lors de la préparation, c'était un peu en fait quels étaient les freins et les leviers à ce qu'on a vu aujourd'hui sur l'application des méthodes de prévention, mais aussi le développement de systèmes qui soient aussi durables tout en étant modifiés pour ce cadre de contraintes. Et là, je vais laisser la parole donc au début à Thibaut et à Maxime sur le sujet. Parce que vous aviez expliqué de façon intéressante que maraîchage, légumier, c'est pas les mêmes cadres de contraintes, et qu'il y avait des adaptations qui étaient nécessaires, et que entre ce qu'on a vu dans les résultats intéressants et le passage à l'opérationnalisation, il y avait quand même des choses qui risquaient de freiner, sur lesquelles vous aviez analysé la situation.
Oui, effectivement, on avait discuté de ça et c'est vrai que selon les formats et le fonctionnement de l'exploitation, on a vraiment des différences assez importantes entre les producteurs et dans l'optimisation des choses qu'on pourrait tester et mettre en place après en direct chez les agriculteurs. Moi, dans mon cas, je travaillais plus avec des maraîchers diversifiés et les échelles sont très différentes, ce qui fait que des investissements peuvent être très rapidement assez lourds. Et par exemple, je citais dans le cas du désherbage, qui est souvent, on va dire, peut-être le désherbage qui est par exemple, on l'a vu dans le réseau défi, sur tous les IFT qui ont baissé, le désherbage, c'est ce qui est resté à peu près identique. On n'a pas trop réussi à réduire et on voit qu'on a vraiment une cristallisation des problématiques à ce niveau-là. Et bien, entre un maraîcher diversifié et un producteur légumier de plein champ, on ne va pas pouvoir faire le même niveau d'investissement, on ne va pas pouvoir utiliser les mêmes stratégies et peut-être que dans certains cas où on peut se passer de phyto, on peut utiliser des machines qui vont permettre de faire du désherbage de façon optimisée. Et là, on va avoir des freins forts chez les maraîchers diversifiés qui, dans leur cas de figure, souvent le désherbage, quand on ne peut pas le faire avec des produits, des pesticides, c'est à la main et on augmente fortement le temps de travail. Donc ça faisait partie des différences qu'on pouvait observer et qui pouvaient être problématiques quand on produit du légume. Voilà. Non, je suis en phase avec ce que tu viens de dire. La durabilité, pour répondre à ta question, effectivement, il y a les 3 composantes qui ont bien été résumées dans les différentes présentations. Après, c'est vrai que c'est la pondération qu'on va donner sur les différentes composantes. Moi, la durabilité, le premier facteur auquel je suis sensible, c'est que la durabilité, c'est être là demain, c'est-à-dire d'avoir une exploitation qui soit rentable, une exploitation qui puisse être transmise. On sait qu'on fait face à un défi sur le renouvellement des exploitations, donc on travaille dans Station sur effectivement l'attractivité du métier. Et l'attractivité du métier, on le comprend, pour parler de manière directe, c'est faire de la binette ou du désherbage manuel, c'est pas ça qui va attirer de nouvelles vocations. Donc on essaie effectivement de mettre en place des pratiques qui assurent un revenu aux producteurs, qui soit acceptable d'un point de vue pénibilité. Dans nos expérimentations défis qu'on peut avoir, on a même défini ce qu'on appelle du temps de travail pénible, qu'on différencie du temps qui est plus facile, comme de la conduite de tracteur. On ne va pas être sur les mêmes niveaux de pénibilité. Et évidemment des indicateurs environnementaux, puisque je rappelle, on est spécialisé en bio. Je rejoins ce que tu disais sur la nécessité d'adapter les leviers à différentes échelles, c'est-à-dire que ce qui marche sur quelques mètres carrés n'est peut-être pas applicable sur 1000 mètres carrés et encore moins à l'hectare. Tu l'as souligné, juste en termes d'équipement. Il y a des équipements dont l'investissement n'est pas justifié et n'est pas rentable sur des petites échelles. A l'inverse, je reviens sur le désherbage manuel. Passer quelques heures à désherber une planche de carottes, c'est envisageable. Nous, en carottes, on est sur des temps de travaux de 150 à 300 heures hectares de désherbage manuel, je précise. Donc, c'est un vrai enjeu et ça conditionne la rentabilité de la culture. Voilà. Alors, 2 possibilités. Soit on passe sur la question sur laquelle on avait un peu réfléchi côté recherche sur comment nos outils pouvaient répondre à certaines des questions posées par le terrain. Mais aussi, on peut déjà vous donner la parole si vous avez des réactions par rapport à ce qui vient déjà d'être dit par Thibaut et Maxime. N'hésitez pas, on n'est pas nombreux. Donc c'est comme vous voulez. Vous avez des réactions ou ça y est, comme ils ont coupé la clim, on est mal. Oui, c'était une question pour Thibaut et Maxime. Quel est le premier objectif de vos structures? Objectif de... Très clairement, nous, on est payé par les producteurs pour essuyer les plâtres. C'est-à-dire qu'on est vraiment le dernier maillon entre la recherche et la mise en place sur le terrain. Les producteurs cotisent ensemble pour financer des essais. Et sur des pratiques qui sont en rupture par rapport à leur système, ils veulent voir, ils payent pour voir, un peu comme au poker.
ils payent pour voir ce que ça vaut. Et effectivement, sur des pratiques sur le papier qui sont intéressantes, on peut aller rechercher on peut voir un intérêt, mais on se rend compte aussi, en tout cas nous c'est ce qu'on voit dans l'expérimentation, qu'on a souvent ce que j'appelle des disservices, des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Ce matin, on a entendu parler des bandes enherbées et des problèmes de campagnol. Bon, bah, typiquement, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va avoir peut-être un intérêt pour attirer des espèces granivores et donc qui vont permettre de limiter, les bandes enherbées vont permettre d'attirer ces granivores et de limiter les problèmes d'adventice dans la parcelle. Mais derrière, on va avoir ce que j'appelle un disservice, potentiellement des problèmes de campagnol. Alors nous, c'est pas le campagnol, ça va être les limaces qui vont nous poser des problèmes, ça va être les différentes mouches du chou, de la corde, peu importe. Mais c'est tous ces disservices, en les mettant en place en station, on arrive vraiment à essayer de faire le tour de la technique, de pousser la technique jusqu'au bout et de voir sa faisabilité technique, sa rentabilité et l'adaptation avec les systèmes actuels. Ça, c'est quelque chose sur lequel les producteurs sont très attentifs. Et quand les techniques marchent, j'ai entendu parler de diffusion, elles se diffusent toutes seules. C'est-à-dire que les producteurs, quand ça marche, ça discute et ça transfère rapidement. Je suis d'accord vraiment sur le fonctionnement. Dans notre cas, on est également une structure associative et on vit des financements en partie des agriculteurs. Et bien sûr, après, et donc c'est un peu à la fois les gens pour qui on travaille et nos responsables, si je puis dire. Donc ils vont orienter aussi les directions stratégiques de la structure, hein, mais ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'en fonction des remontées terrain et ce que nous on voit dans la recherche, effectivement, comme tu as dit, que Thibaut, qu'on puisse mettre en avant de nouvelles solutions, les tester, les éprouver. Alors moi c'est un peu différent parce que chez nous on essaye de beaucoup le faire chez les agriculteurs. Ça a des avantages et des inconvénients. Avantage que je vois, c'est que ça permet des fois une diffusion facilitée, mais par contre ça fait prendre pas mal de risques aux producteurs et même s'il y a un système de dédommagement qui est mis en place, il est assez faible, donc on demande quand même beaucoup aux producteurs. Et pour avoir fait à la fois des expérimentations et chez le producteur, et là je te rejoins vraiment d'autant plus, on peut essuyer les plâtres en station, on peut se casser la figure entre guillemets et on peut prendre tous les risques que les producteurs ne prendraient pas et on peut aller plus loin. Et par contre, je me suis aussi rendu compte à l'inverse qu'effectivement, quand on utilise une stratégie qui est entre guillemets, je ne vais pas dire simple à mettre en place, mais qui va dépendre peut-être que d'un ou deux facteurs, on peut assez facilement se l'approprier. Et quand on fait des essais systèmes, des fois, en fait, c'est un ensemble de facteurs. Et je trouve que dans ce cas précis, c'est peut-être un peu plus dur de faire en sorte que la complexité de ce qui est testé soit transférée. Et là, c'est vrai que des fois, du coup, quand on fait en expé, c'est peut-être une des limites, c'est qu'on a un peu plus de mal, du coup, des fois, à porter. Mais je pense que ça reste quand même très important et qu'il faut continuer sur ce point-là. Mais après, on atteint les limites aussi des risques que peuvent prendre les producteurs, quoi. Je pense que dans les deux cas, qu'on soit dans un système où, si ils veulent se l'approprier, il faut qu'ils prennent des risques. Si c'est chez eux et qu'ils acceptent qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient mises en place, ils prennent des risques aussi. Et je pense que là, il y a un moment où on atteint une limite dans ce que les agriculteurs sont capables de prendre en termes de risques dans tous les cas. De votre expérience, qu'est-ce qui fait le succès d'une nouvelle méthode pour qu'elle soit finalement utilisée par les agriculteurs? Je prends un exemple, on parlait de campagnol tout à l'heure, on parlait de piégeage. Ça marche, incontestablement. Par contre, on y passe des dizaines d'heures. Donc voilà, est-ce que c'est l'efficacité? Est-ce que c'est le temps qu'on y passe? Est-ce que c'est finalement les facilités parce qu'il y a une boîte qui fait de la prestation de service puis qui vous vend le service? Qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est peut-être tout ça à la fois? Ouais, je vais faire un clin d'œil à Laurent Parot, qui avait cité tout à l'heure les travaux de Rogers, qui a beaucoup travaillé sur l'adoption de l'innovation. Et j'avais retenu 5 piliers, moi, pour l'adoption de l'innovation. Et jusqu'à maintenant, j'ai vraiment observé ça. Le premier pilier, c'est l'avantage comparatif. C'est-à-dire, est-ce que l'innovation permet d'améliorer le système? Le second pilier, c'était la capacité d'essayer. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a l'équipement nécessaire? Est-ce qu'il y a les conditions nécessaires pour la réussite de l'essai? Est-ce que c'est facile d'essayer la technique? Est-ce qu'elle est accessible ou pas? Le troisième pilier, ça va être la complexité de mise en œuvre.
Typiquement, un essai système, on en a parlé, qui est une combinaison de leviers, qui n'est pas forcément facile à mettre en œuvre, versus une variété. Une variété, un producteur, ça va être plus facile de lui faire adopter parce qu'il a l'habitude du renouvellement variétal, il va pouvoir manipuler un grand nombre et ça ne lui demande pas beaucoup de modifications dans sa manière de travailler. Et enfin, le quatrième, pardon, ça va être la compatibilité avec le système, mais ça on le comprend bien, c'est est-ce qu'il a besoin de tout remodifier, c'est un peu ce que je soulignais avant. Et le dernier, c'est effectivement le caractère observable. On a parlé de ça aussi pendant la journée, c'est-à-dire est-ce qu'on observe les résultats. Si je n'observe pas, je ne suis pas convaincu. Un peu comme Saint Thomas. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment ces cinq piliers qui font que quand une innovation coche ces 5 cases, je parlais tout à l'heure, elle diffuse toute seule. Et puis si elle ne devait en cocher que 2, par exemple, est-ce qu'il y en a 2 parce que si elle coche les 5 cases, c'est parfait, j'entends bien, mais probablement qu'elle ne coche pas souvent toutes les 5 cases. Est-ce qu'il y a... Il y a des pondérations, je pense. Sur le premier avantage comparatif, si tu doubles ta rentabilité par mètre carré, je pense que tu vas pouvoir faire des sacrifices sur la complexité. Ouais, voilà, donc je pense que ces 5 piliers, après, il faut les pondérer. Mais effectivement, on a échangé là-dessus. L'aspect économique, les producteurs, c'est avant tout des entreprises. L'aspect économique est déterminant. Voilà. Après, les producteurs sont capables. Moi, ce que je retiens aussi, pardon, j'en termine là, je suis un peu bavard, c'est la capacité d'innovation des producteurs. C'est-à-dire qu'on leur demande sans cesse de se réinventer. Et il faut noter que il y a des producteurs qui sont plus ou moins pionniers dans les innovations. Les bio notamment, je pense qu'on fait un gros travail justement pour d'améliorer les techniques. Ils ont été moteurs pour l'adoption de nouvelles techniques. On parle du désherbage mécanique, on parle de la lutte biologique, on parle des couverts. Voilà. Et ce qu'il faut quand même noter, c'est que les producteurs sont capables d'innover. Voilà. Et donc pour revenir juste vite fait sur les bandes de Saint-Thomas, c'est-à-dire celles, je crois ce que je vois, moi j'en avais mis en place chez mon président de chambre d'agriculture, parce que j'ai fait la porosité inverse de celle de Thibaut. Et ça marche très bien, parce que aller regarder ce qui se passe chez les innovants, souvent ça donne des idées. Et en plus, il en parlait, en fait, du fait que c'était faisable et qu'il y avait des résultats, parce que 5 quintaux de plus et 1 point de plus en protéines en blé, tout de suite, c'est ce que tu dis aussi, ça parle. Donc Frédéric, je pense que tu avais aussi une réaction à tout ça. Rebonjour, ça marche. Oui, je voulais rebondir, mais d'abord merci encore de l'invitation. La question ou la remarque, c'était pourquoi une pratique ou un changement de pratique ça marche, ou comment on arrive à la diffuser. On a beaucoup parlé aussi d'outils ce matin, notamment, il y a eu 10 présentations, je crois, et puis 4 après sur la durabilité et 10 sur... Et donc, on peut faire un similaire sur pourquoi un outil, ou qu'est-ce qui fait qu'un outil est utilisable. Eh bien, dans mon expérience, moi, sur les travaux sur l'évaluation de la durabilité, en développant un outil qui s'appelle la méthode IDEA, l'ergonomie et ses fonctionnalités, c'est essentiel, on en a parlé. Donc ça renvoie à l'usage, c'est un point clé sur la capacité de l'outil à répondre rapidement aux besoins à la fois de l'agriculteur ou de conseiller, des deux. C'est aussi l'interopérabilité, on en a beaucoup parlé, et là-dessus il y a des pistes qui commencent à émerger. Il faut savoir que sur l'interopérabilité des données, vous avez les centres comptables de gestion qui aujourd'hui se mettent en ordre de bataille plus ou moins organisés, parce qu'ils ne sont pas fédérés, ils sont fédérés mais ils sont aussi individuels, se mettent en ordre de bataille pour aller sur le marché du conseil élargi, et avec toutes les données qu'ils ont dans leurs données comptables, ils peuvent enrichir ces données, et là il y a des pistes énormes à creuser sur... il y a des travaux qui se font sur l'interopérabilité. Donc ça, et ça va venir de toute façon. Je ne sais pas comment l'intelligence artificielle va aussi aider, ou peut-être pas l'intelligence, je me trompe peut-être, mais en tout cas, les ERP, c'est-à-dire comment des logiciels aident à se faire parler les autres logiciels de l'exploitation, ça existe déjà et ça va de plus en plus développer. Donc nos outils de la recherche, il faut qu'on soit en capacité de travailler avec ces nouveaux systèmes d'information. Et je rajouterai un dernier critère dont on a peu parlé, à part tout à l'heure à la fin, je crois que c'était Aude ou Frédéric, je ne sais plus, c'est un outil pour qu'il soit diffusable et accepté par les agriculteurs. Il faut qu'il soit transparent. C'est-à-dire que l'agriculteur, il comprenne les méthodes de calcul
et les seuils. Et s'il n'y a pas de transparence sur ces outils, eh bien, il y a une difficulté pour l'agriculteur de pouvoir s'approprier la façon dans laquelle l'indicateur ou l'outil marche. Et cette transparence, on ne le retrouve pas partout. Voilà. Olivier, si tu es dans la lignée, en fait, je pense que tu as des choses à dire sur l'interopérabilité, n'est-ce pas? Et après, on prendra une question qui est... Alors, interopérabilité, je ne sais pas si on... Oui. Interopérabilité, pourquoi pas? Ceci dit, il faut faire attention à vouloir connecter tout à tout, parce qu'on se retrouve vite à créer des rigidités. Et dans l'industrie, par exemple, il y a eu une grande époque où ils voulaient qu'un système d'information d'entreprise. Ils ont investi des sommes folles, et finalement, ils ont arrêté. Et il y a toujours un système logistique, un système ressources humaines, et ainsi de suite. Donc, il faut faire attention à cette ambition d'interopérabilité. Par contre, réfléchir au workflow des données, c'est-à-dire au flux de données, et au fait que quand l'agriculteur rentre des données, il faudrait que ça soit dans un format défini, que tous les outils puissent accéder à ce format-là. Ça me semble possible. Et je sais qu'il y a eu des travaux là-dessus. Ce n'est pas encore complètement réussi. J'ai du mal à comprendre pourquoi d'ailleurs. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre cette ambition de vouloir faire communiquer tous les outils en direct de manière automatique et ainsi de suite. On peut encore travailler très longtemps là-dessus. Et l'ambition de permettre aux agriculteurs de ne rentrer les informations qu'une fois pour une utilisation d'outils. Et je rajouterai des critères pour les outils. Alors nous, on utilise une plateforme qui simule en dynamique les systèmes de culture dans les parcelles, qui prend en compte les contraintes des exploitations avec différents niveaux d'organisation et ainsi de suite. Et on s'est rendu compte que même si on arrive avec un outil qui est très compliqué, il y a plein de modèles et ainsi de suite, ce qui intéresse le plus les agriculteurs et qui fait que les agriculteurs se mettent à travailler avec nous, c'est parce qu'on colle à leur réalité. On va représenter leur sol, on est capable de représenter tout le détail de leurs pratiques, quelles que soient les pratiques. On va représenter les dynamiques, c'est quelque chose qui n'a pas été dit, mais là actuellement on a beaucoup de travaux et beaucoup d'outils, vous l'avez vu, qui travaillent en moyenne. Et la moyenne, ça marchait il y a 20 ans peut-être, il y avait déjà des limites, mais là on n'a plus une année identique, on n'a que des années qui sont différentes. Et si on n'anticipe pas le fait que on va prendre le bouillon dans le système actuel, une année sur 4, 2 années sur 4, il y avait une intervention... c'était mardi dans le cadre d'un webinaire sur l'agro d'un centre de gestion du Gers qui expliquait que les viticulteurs ont pris le bouillon 2 années sur 4 ces 4 dernières années. C'est pas du tout la même chose. Il va falloir organiser le système d'une manière complètement différente. Et donc prendre en compte les dynamiques maintenant c'est indispensable. Ça veut dire qu'il va falloir être capable de représenter les dynamiques et se projeter dans le futur. C'est aussi indispensable parce que si on met en place un système, on espère qu'on ne va pas le changer dans 4-5 ans. Mais si les évolutions extrêmement rapides qu'on vit ne sont pas prises en compte, dans 5 ans, on recommence. On se remet. Alors, de toute façon, il faudra recommencer. Mais il faut quand même essayer d'anticiper. C'était le terme prévenir. Combiner, on l'a vu, ça veut dire travailler aux différents niveaux d'organisation. Il y a des choses qui vont se penser à l'échelle du système de culture, il y a des choses qui vont se penser à l'échelle de l'exploitation, il y a des choses qui vont se penser à l'échelle de la filière. Et nous, par exemple, on travaille sur le lien qu'il peut y avoir entre l'agroécologie et la bioéconomie. Le fait qu'il y ait des filières biomasse non énergie et que ça va offrir des opportunités de diversification et que ça va nous permettre de repenser les systèmes de culture. Et je vais vous donner un exemple auquel je crois beaucoup, c'est que la prairie temporaire, possiblement de légumineuses telles que la luzerne, il faudrait pouvoir la réintroduire dans beaucoup de systèmes de culture. Ça a énormément de vertus. On va faire rentrer de l'azote, on va réguler les adventices, ainsi de suite. Le problème, c'est que actuellement, il faut des animaux. Si on n'a pas d'animaux, ou alors si on n'a pas une usine de déshydratation à côté, on ne va pas pouvoir écouler la luzerne. Mais si on commence à mettre la luzerne dans le méthaniseur et qu'on commence à imaginer un système où on va pouvoir valoriser autrement la luzerne en considérant l'apport d'azote pour la culture suivante et via le digestat qu'on va pouvoir piloter dans l'exploitation et qu'on va avoir la valeur ajoutée du biogaz, on peut imaginer des nouveaux systèmes qui mobilisent des leviers qu'on ne pouvait plus mobiliser pour penser l'agroécologie à l'échelle des exploitations et du territoire. Donc, il y a une question ou une remarque là dans le... Oui, une question sur... vous parliez tout à l'heure dans les Côtes-d'Armor, et puis j'ai oublié le territoire sur lequel vous étiez aussi, sur votre rôle d'incubateur. Et je voulais savoir, quand vous dites par rapport aux professionnels pour lesquels on travaille, nous on sert un petit peu,
de la phase de prototypage, et puis après ça va passer à l'échelle, mais comment vous y reportez les contraintes, je dirais, de l'ordre de ceux qui pèsent sur les exploitants en termes de quantité qu'eux doivent fournir, de qualité, etc. Comment ça vous est reporté, puisqu'on imagine bien que ça va être une des clés pour eux d'accepter. Donc ce cahier des charges, il doit bien vous concerner, quoi. Voilà. Et puis, il y avait aussi, vous avez parlé de l'innovation, et moi, je m'interrogeais sur d'où vient le besoin d'innovation. Parce qu'on a vu tout à l'heure, sur l'exemple de la frite, que si la taille de la frite ne peut pas bouger d'1 centimètre, ça coince un peu tout un système, quoi. Donc, d'où va venir, qui va être le porteur ou le demandeur de ça, l'initiateur? Donc, je vais répondre à la première question de manière très directe. 15% du chiffre d'affaires de la station, c'est nos ventes. Donc, ça participe à notre équilibre économique. Donc, on vend nos légumes. C'est pas ce qui nous fait vivre, mais on est obligé de vendre une partie de nos légumes en respectant le cahier des charges des producteurs. Et donc, c'est le moyen qu'on a pour rester avec les mêmes contraintes que les producteurs. Un potimarron, c'est tel calibre, c'est l'absence de défaut. Une carotte, on suit les mêmes cahiers des charges que les producteurs. Et ça nous permet de rester en phase avec eux et de s'assurer que les techniques qu'on met en place, elles soient bien pertinentes dans leurs contraintes, dans ce que vous appelez la somme des contraintes auxquelles ils font face. Voilà. Et pareil pour les équipements, on est dirigé par des producteurs qui déterminent aussi les investissements en termes d'équipements et qui s'assurent qu'on soit sur des équipements qui soient représentatifs de leurs conditions de production. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau de la question, j'espère y avoir répondu. Le deuxième niveau, c'était sur la capacité d'innovation des producteurs. Le fait qu'ils mettent en place, il y a une quinzaine de stations fruits et légumes régionales qui sont regroupées autour de l'IRFEL, coordonnées avec des collaborations avec le CTFL. Le fait qu'il y ait ces structures-là montre bien l'intérêt des producteurs pour l'innovation. L'innovation sur des nouvelles cultures. Nous, sur la station, on a eu à travailler la vanille, on a eu à travailler la patate douce, on a eu à travailler des cultures qui sont des techniques qui sont complètement en rupture. Récemment, les producteurs nous ont demandé de planter des choux dans des couverts vivants, dans des couverts broyés, dans des couverts couchés, enfin des choses qui sont complètement en rupture à ce qu'ils font. Juste pour voir comment ça se passe. Voilà, parce qu'ils entendent, ils voient, ils ont des résultats de recherche, et c'est des techniques qu'ils ne pourraient pas mettre en place chez eux. C'est trop compliqué, et c'est pas le travail. Et en station, on a la capacité de mener à bien l'essai. On parlait tout à l'heure, en station, on va être capable aussi de prendre 1, 2, 3 bouillons, mais pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Là où un producteur, peut-être dès la première année, s'il ne maîtrise pas la technique, va peut-être rapidement abandonner. Non, on recommence. Ça ne marche pas, on recommence. Et on recommence. Peut-être pas jusqu'à temps que ça marche, mais jusqu'à temps qu'on soit sûr qu'on ait bien fait tout ce qu'il fallait pour aller jusqu'au bout de la logique. Voilà. Juste un petit mot aussi sur l'innovation. Vous dites qui est l'initiateur de l'innovation. Je peux dire un truc. C'est comme tu veux. Mais moi, des fois, je me pose la question, finalement, est-ce qu'on doit intégrer des innovations dans les systèmes ou est-ce qu'on fait de l'ingénierie reverse pour se dire de quoi ont besoin les agriculteurs pour changer? Ça, c'est la position. C'est-à-dire, des fois, on travaille à faire de l'innovation, mais finalement, est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir dans l'autre sens? Ça, je ne sais pas. Mais bon, c'est peut-être parce que je me pose des questions et que je suis chercheur à cause de ça. Mais voilà. Donc, j'ai vu que Mohamed avait une... En fait, c'est une réaction à votre façon de faire. Parce que si j'ai bien compris, les sols ne sont pas trop homogènes déjà entre voisins. Et vous, votre station régionale, votre hypothèse, c'est que ça marchera sur les sols de vos exploitants. J'entends, on ne sera jamais représentatif de l'ensemble des producteurs, c'est impossible. Maintenant, on essaie de se placer dans des conditions qui soient le plus proches de celles des producteurs. Et après, votre question me fait penser à un schéma qu'on a en évaluation variétale chou-fleur. Chaque année, on va tester en station plus de 80 variétés de chou-fleur. De toute façon, 2/3 des demandes des producteurs, c'est variété. Hein. Voilà. Enfin, je pense que tu confirmes, Maxime. Oui, également, les variétés. On est sûr que dans nos essais annuels, il y a toujours les variétés des principaux légumes que font nos producteurs sur le secteur. Donc
on a un réseau d'évaluation qui est assez classique où on va tester des variétés dans un premier nombre de variétés donc, en station. Et les variétés qui auront été les plus prometteuses après 1-2 années d'expérimentation en station vont être testées chez des réseaux de producteurs. Donc on assoit aussi nos résultats sur des réseaux de producteurs qui effectivement sont plus représentatifs de la diversité des exploitations qu'on peut avoir sur le territoire. Mais le premier filtre, c'est bien sur la station. Absolument pas, je n'ai pas pris du tout comme une critique. Votre question est tout à fait pertinente. On se la pose aussi, et on se la pose aussi sur certaines thématiques, notamment les ravageurs. Comment on fait pour être représentatif de la pression de ravageurs? Parce que vous avez raison, d'une parcelle à l'autre, c'est pas la même chose. On n'a pas forcément tous les ravageurs sur, et c'est plutôt heureux, sur nos parcelles. Voilà, donc votre question est tout à fait pertinente, et je pense que ça pose la question de ce que tu avais un peu soulevé, Maxime, expérimentation en station versus expérimentation chez les producteurs. Il y a du pour, il y a du contre dans les deux, et ma réponse, qui est un peu au milieu, c'est qu'il faut faire les deux, quoi. Donc j'ai posé la question parce qu'en fait, pour nos simulations avec les modèles Qualitri, entre Angers et Avignon, vous comprenez bien que c'est complètement... Alors là, voilà, c'est du sablé versus argileux, le sol. Et du coup, en fait, on a eu des données granulométriques, mais bon, ça, c'est les couches supérieures. Et après, il fallait attendre le carottage à 1 mètre cube pour voir vraiment le sol dans sa composition profonde. Et dans alors Tarn-et-Garonne, on attend toujours. Et donc, si j'ai fait des simulations, je dis quand même j'ai fait des simulations de la météo parce que la météo était existante, mais les sols, alors les sols, j'extrapole, mais largement, quoi. Donc c'est pourquoi j'ai fait la remarque. C'est pas pour... Il y a d'autres remarques sur cet aspect-là de la discussion, ou sinon on peut aussi repasser sur un peu l'intérêt des outils, parce que quand on a discuté, on a regardé avec Frédéric et Olivier quels pouvaient être Olivier a déjà donné un exemple en fait sur la réintroduction de la luzerne dans une réflexion qui est plus globale que la réintroduction au niveau du système de culture. Mais Frédéric, tu avais évoqué ici des demandes qui te sont faites, parce que toi tu travailles à l'échelle stratégique de l'exploitation sur justement comment tes travaux peuvent alimenter les nouvelles réglementations CSRD. Merci beaucoup, Frédéric. Oui, c'était pour élargir la question tout à l'heure, on a vu avec l'exemple emblématique de la pomme de terre que il y a des verrouillages socio-techniques qui existent à tous les niveaux. Cet exemple emblématique, c'est que les changements, et notamment que ce soit les pesticides ou que ce soit d'autres sujets sociétaux qui impactent les activités agricoles, rien ne changera tout seul. Et enfin, les agriculteurs seuls n'y arriveront pas. Et donc, les filières sont aujourd'hui un des clés de l'action du changement. Et pour ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une nouvelle directive qui s'impose à ces filières, qui s'appelle la directive CSRD, comme Corporate Sustainable Reporting Directive, qui implique que sur toute la chaîne de valeur, les filières, les coopératives, l'agroalimentaire, toutes les entreprises cotées en bourse, ou celles de plus de 500 salariés, je ne connais plus les seuils exacts, mais enfin, essentiellement l'agroalimentaire, les coopératives et les entreprises de transformation vont devoir faire un reporting de la durabilité, c'est le reporting extra-financier, et qui va remonter jusqu'aux exploitations agricoles pour justement embarquer la capacité de pouvoir montrer si la filière s'inscrit dans une chaîne de durabilité. Et par rapport à ça, ça renvoie à tous ces outils. Il y a aujourd'hui une nécessité, puisqu'on est contacté en permanence par ces opérateurs, pour savoir, en gros, ils font du benchmarking de méthodes d'évaluation et ils regardent comment les indicateurs qui sont développés par la recherche ou par les instituts techniques ou par les autres peuvent s'intégrer dans leur chaîne de valeur de données. Et comment les données, on en revient au couplage des données, comment les données chez les agriculteurs peuvent être mobilisées de façon le plus opérationnelle possible pour pouvoir réintégrer ces calculs automatisés. Donc on est au début d'une chaîne de valeur de la donnée sur le reporting non financier, c'est-à-dire le reporting de la durabilité.
Reste à savoir, c'est quels seront les indicateurs et quelle seront la validité des indicateurs qui sont retenus par toute cette chaîne puisqu'il n'y a pas une homogénéité, il y a juste un principe qui a été fixé. Et donc là, cette question-là peut faire basculer les filières dans le bon sens, ou ça peut être que du greenwashing. On ne sait pas comment ça va se construire. Voilà. Mais les filières l'ont bien intégré et sont en train de se mettre en ordre de bataille. C'était un point clé comme levier d'action. Est-ce que ces rapports extra-financiers seront un des leviers d'action doux pour faire bouger à la fois les filières et pas que le consommateur? Parce que le consommateur, il a d'autres choix d'arbitrage financier à lui-même. Maxime, tu veux intervenir? Oui, tant qu'on parle justement de l'innovation et de qui est l'investigateur, on a parlé quand même d'agriculteurs qui étaient un peu pionniers, et que c'est peut-être eux qui font un peu bouger les cases et les autres les suivre. Et même si nous, on va être l'élément en gros qui va permettre de concrétiser leurs idées et leurs envies pour la suite dans la filière. Mais on va se demander qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette volonté d'innovation et qui a l'initiative. C'est vraiment eux, mais pour des raisons très concrètes. Même si on a des choses qui ne changent pas, comme la fameuse frite dont on parlait, il y a quand même des matières actives qui ont disparu. Et ça pousse régulièrement quand même les producteurs à se remettre en question et à avancer s'ils veulent continuer à produire comme avant. On a le climat qui est très fluctuant, et donc on est face à des problématiques pluriannuelles qu'on n'avait pas, et qui nous forcent qui forcent les agriculteurs à être très flexibles dans leur façon de fonctionner. Donc tout ça, c'est des choses qui font quand même qu'on est obligé d'avancer si on veut avoir une pérennité de l'exploitation agricole, en fait. Donc tous ces éléments-là, si les agriculteurs veulent continuer sur le long terme, particulièrement, moi je pense au maraîchage parce que je suis dedans, quand on a une grande diversité de cultures comme ça, on est obligé en permanence de se repositionner et d'avancer. Et s'il y avait encore une chose à dire, c'est quand même à mettre du côté des agriculteurs biologiques quand même, c'est que eux, ils prennent quand même de gros risques. Et peu importe que les solutions existent, eux, ils ont fait le choix de ne pas les utiliser parce que c'est des solutions de produits phytosanitaires de synthèse. Et ces personnes-là, elles sont souvent très motrices parce qu'elles ont besoin de trouver des façons de produire qui viennent rendre encore plus durable leur exploitation et qui viennent permettre aussi d'apporter une rentabilité économique qui soit intéressante pour eux, tout en améliorant d'un point de vue social la durabilité de leur entreprise, parce que, comme on parlait du temps de travail, chez eux en général le temps de travail peut être assez élevé, et donc souvent l'innovation elle vient du terrain. Je rebondis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a deux manières de faire avancer, soit on tord le bras, c'est soit le bâton, soit la carotte. Donc le bâton, on le connaît tous, c'est la réduction des molécules disponibles. Le bâton, c'est le changement climatique, c'est toutes les contraintes qui pèsent sur les exploitations, c'est les pertes de contrats, on pourrait les citer. Moi, je préfère effectivement je préfère la carotte. La carotte, c'est effectivement, tu l'as dit, le bio, c'était ça, c'était l'idée de dire le producteur a une rémunération, on garantit au producteur, et ça avait été mentionné ce matin lors de la présentation, la nécessité d'avoir des prix attractifs. Et donc le bio, c'était ça, c'est de dire au producteur, on va valoriser un peu mieux ta production, il y a une prise de risque, mais on t'accompagne là-dedans. Et je le redis, le bio permet et a permis beaucoup d'avancées. On les a cités, le désherbage mécanique, c'est une pratique maintenant qui est utilisée par la grande majorité des producteurs bio et conventionnels, mais ce sont les bio qui ont commencé ça, avec tout ce qui est guidage de précision. La lutte biologique en sous-abri, pareil, c'est les bio. La gestion des couverts en grès vert, fertilisation, ça c'est des thématiques qui ont d'abord été prises par les bio parce qu'il y avait une incitation financière. Il faudrait que ça continue et qu'on continue à avoir des prix plus attractifs en bio, ce qui n'a pas forcément été le cas ces dernières années, pour maintenir l'innovation. Voilà, moi, je préfère toujours la carotte au bâton. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Oui, Vincent? Merci beaucoup. Moi, je voulais juste apporter un complément par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant. Alors oui, il y a le carotte, il y a le bâton. Il y a la carotte et le bâton, mais
un petit témoignage sur ce qu'on a vécu en forêt. Il y a 15 ans, on a travaillé sur l'arrêt des herbicides, non pas parce qu'on nous a interdit de les utiliser, mais parce qu'il y avait une forme de pression sociale ou d'incitation sociale. C'était pas forcément de détracteurs, hein, mais c'était aussi nos partenaires, là, les communes forestières, les propriétaires privés qui souhaitaient une gestion plus vertueuse de la forêt et pour qui voilà, le fait d'apporter des produits chimiques en forêt, c'était quand même un peu contre-intuitif, même si c'était très utile et très utilisé, pas cher et très efficace. Et pour ça, on a développé des techniques pour ne plus en avoir besoin. Bon, il se trouve qu'on a eu l'intelligence, enfin, c'est souvent l'histoire qui le dit ça, mais c'est que 10 ans plus tard, on s'est interdit en forêt publique d'utiliser ces produits phytosanitaires, donc on était prêt finalement à vivre sans, ou presque. En forêt privée, ils les utilisent encore un petit peu, mais finalement de moins en moins, et non pas parce qu'ils ont un intérêt financier à ne pas l'utiliser, parce que finalement ça leur coûte en fait beaucoup moins cher d'utiliser ça, enfin en tout cas à court terme, ça c'est sûr, et puis c'est pas forcément beaucoup plus performant les autres techniques, mais simplement parce que voilà, il y a un vrai enjeu social qui est derrière à agir de manière plus verte, plus vertueuse, quoi. Voilà. Oui, je veux bien rebondir là-dessus. Bah, c'est ce qu'on vit, nous, quand on fait des ateliers de conception. Hein. En fait, les agriculteurs manipulent beaucoup de choses. Ils manipulent les évolutions de la réglementation, ils manipulent des ambitions individuelles, ils manipulent leur vision des attentes de la société, ils manipulent des anticipations sur la réglementation. Je pense à l'eau, hein. Il y a plein d'endroits où ils savent qu'il va falloir qu'ils révisent leur logique de prélèvement d'eau. Quand ils cherchent des solutions pour résoudre leurs problèmes, finalement, je pense que c'est vraiment l'occasion pour essayer de réfléchir de manière plus intégrée, parce que je pense, et en tout cas nous on le vit, c'est assez facile d'introduire d'autres enjeux à ce moment-là et de voir dans quelle mesure, en pensant l'avenir de l'exploitation d'un point de vue général, vis-à-vis des ambitions sociétales et individuelles, de traiter les différents enjeux. Et si je le dis autrement, je pense que de plus en plus, il faudrait éviter de rentrer par un levier ou un problème, rentrer par les phytos par exemple. Je pense que c'est un point de blocage de vouloir rentrer par les phytos. Par contre, rentrer par le système en place, son devenir, le fait qu'il va falloir évoluer et qu'il y a des attentes qu'il manipule déjà, qu'il faut prendre en compte pour essayer de penser des solutions de manière intégrée. Ça, j'y crois beaucoup et on l'a vécu dans plusieurs ateliers où on se rend compte qu'on a parlé de combiner, mais nous, on a fait des scénarios qu'on a évalués après où ils combinent des leviers à plein de niveaux. Et quand je dis des leviers, c'est vraiment plusieurs leviers, y compris de l'agrovoltaïsme, de l'agroforesterie, des haies, parce qu'ils en ont entendu parler, pas parce qu'ils sont obligés, pas parce qu'ils ont envie de réfléchir là-dessus. Et s'il y a des outils qui les aident à réfléchir, ça peut permettre d'avancer. Par contre, c'est vrai que les outils trouveront vite leurs limites. Il va falloir expérimenter. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un moment où il faut mettre en conditions réelles. Et je les ai souvent entendus dire, mais OK, c'est possiblement intéressant, mais maintenant, il faut nous en faire la démonstration physique. Il faut le mettre en œuvre. Et donc, il y a des fameuses plateformes, et j'y crois beaucoup, de démonstration. Et là, si à la démonstration, ils suivent, en fait. Si ça répond aux contraintes qu'ils ont, aux problèmes qu'ils ont, et qu'ils sentent qu'ils vont dans le bon sens du point de vue de l'attente sociale, il n'y a aucune raison, je pense, qu'ils n'y aillent pas. Frédéric, tu veux rajouter quelque chose ? Je veux bien, merci Olivier. 2 éléments de complément sur en fait, ces outils de diagnostic et aussi un complément sur les outils de diagnostic. On s'aperçoit, enfin nous dans nos travaux qu'on a dans la mise en débat avec les utilisateurs sur la méthode IDEA, qui a une double approche et qui est capable de faire une restitution par les 3 dimensions de la durabilité, mais l'autre approche plus novatrice depuis 2023, c'est l'approche par les propriétés, et de faire discuter les agriculteurs sur leur autonomie, sur leur ancrage territorial, sur leur résilience, sur leur capacité productive. Eh bien, c'est des concepts qu'ils ont tout à fait intégrés et qui les ennuient moins que leur dire vous êtes économiquement soutenable, parce qu'ils le savent mieux que nous. C'est-à-dire que le diagnostic de l'exploitation, presque, je veux dire, au plan économique, on n'a pas besoin d'aller le faire, sauf quand il y a l'agriculteur, il connaît bien, il ne connaît pas forcément toutes les dimensions de la dimension économique sur les indicateurs qu'on peut calculer, de transmissibilité et compagnie. Mais il a quand même une bonne vision globale. Par contre, sur des concepts qu'il a bien intégrés, ma place sur le territoire, mon ancrage territorial, ma capacité productive à long terme, ma responsabilité globale, et bien là, ça les aide à changer le regard qu'ils ont sur ces outils qui sont souvent normatifs et qui sont souvent vécus comme un jugement. Voilà. Et la deuxième chose que je voulais dire sur les leviers d'action, nous on s'aperçoit aussi, c'est la montée en puissance,
mais de façon incroyable, des collectivités locales. Je ne parle pas des conseils régionaux, je parle des collectivités qui ont compétence sur l'eau pour intégrer ces enjeux de diagnostic de durabilité et pour les introduire dans leur changement de l'action publique. Et il y a aujourd'hui des alliances qui se font entre collectivités, Haute-Paris, avec Dijon, avec Niort, avec Rennes, pour aller sur des démarches de changement. Et on voit bien qu'ils vont prendre la compétence du changement avec ces outils de diagnostic et ils sont en demande de validité de ces outils de diagnostic et des demandes sur la recherche sur qu'est-ce qu'il faut utiliser comme indicateur. Et ça, c'est une transformation de l'action publique que j'ai vu apparaître en 5-6 ans. Merci. Des réactions, une dernière réaction dans la salle ou on peut passer? Oui, monsieur. C'est juste un complément, c'est-à-dire que vous avez parlé des bilans et puis peut-être aussi ça renvoie à ce qui se passe pour les forêts. Bon, il y a la consommation de phytopharmaceutiques. On peut considérer que c'est un indicateur, mais que finalement c'est peut-être pas celui qui parle le plus. Mais enfin, il y a quand même l'autre indicateur de l'autre côté et ça renvoie à ce que vous disiez sur la qualité de l'eau. C'est la contamination des milieux ou des sols. Et ça, peut-être que ça a un peu plus de résonance pour quelqu'un qui a une exploitation et qui, s'il regarde à long terme, peut quand même avoir quand même un regard là-dessus sur la qualité des milieux sur lesquels il travaille, enfin sur les sols, sur la saturation, sur la qualité de l'eau qu'il va avoir. Donc je ne sais pas, dans les bilans auxquels vous faites état, il y a aussi ces aspects-là. Bon, on a parlé des bilans comptables en euros, mais il y a aussi un bilan et une comptabilité, entre guillemets, ou rendre compte sur ces sujets-là. Merci. Juste pour réagir très vite, maintenant on s'exprime sur 3 volets sur l'environnement qui me semblent indispensables. Les services écosystémiques rendus à l'agriculture et à la société, d'une part, et ça me semble être un nouveau discours extrêmement puissant pour amener à réfléchir à comment produire avec la nature, je vais faire simple. Les impacts, c'est ce dont vous parlez, en quoi on est en train de dégrader la situation pour l'agriculture, typiquement l'état organique des sols, ou pour la société, et la biodiversité dans son ensemble. Et il s'avère que quand on s'exprime comme ça, ils sont à l'écoute. Après, ils vont pondérer, effectivement, mais ça les intéresse. Et puis, bien sûr, à côté, il y a la partie économique, indispensable, dont il faut regarder la dynamique, et c'est ça qui les intéresse aussi beaucoup. C'est combien de fois je vais passer sous le seuil de rentabilité dans les 10 ans à venir, si je considère la variabilité climatique future. Et puis, le travail. On en a beaucoup parlé, cette dimension de travail, pic de travail, nombre de travailleurs et ainsi de suite. Et on peut manipuler l'ensemble de ces critères-là avec eux pour réfléchir sur les systèmes qu'ils sont en train d'imaginer et pour identifier dans quelle mesure on arrive à concilier ambition de l'exploitation et ambition de la société. Donc, on arrive à la conclusion de cette table ronde, enfin de ce tour d'estrade. Et je vais demander un exercice peut-être pas très facile, mais enfin, vous pouvez me dire oui ou non. Est-ce que vous auriez un message concis à faire passer pour qu'on le ramène chez nous? Messieurs? Oui, je les prends, c'est un peu une surprise là, donc vous avez le droit de me dire non. J'ai déjà tout dit. Non, mais pas. Je sais pas si ça a ramené chez vous ou pas, mais pour. On parlait, si on veut que les agriculteurs puissent continuer à innover, à prendre des risques comme on fait maintenant, je pense que dans les projets à venir, dans les volontés gouvernementales à venir et dans ce qu'on voudra voir être mis en place, il faudra penser, pour permettre un certain niveau de changement, à éventuellement prévoir des moyens de compensation pour les agriculteurs qui s'engagent. Je pense que c'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup de limites qui se font parce qu'ils ont très peur parce que c'est pas forcément je vais perdre un peu, c'est peut-être que je vais directement casse-pipe. Et en fait, des fois, pour s'approprier une pratique, il faudrait juste qu'il y ait un minimum de garde-fous pour permettre que la pratique elle, soit testée. Et je pense notamment justement aux collectifs d'agriculteurs qui sont engagés, qui se rendent disponibles souvent, qui donnent accès à toutes les informations de leur exploitation. Je pense que ces gens-là, ils mériteraient... et ce qui en plus servirait aux autres parce qu'on pourrait on pourrait se servir d'eux comme exemple concret après derrière pour massifier et transférer les productions qui ont été réalisées.
je me plie à l'exercice qui n'est pas évident. En bio, en tout cas dans nos conditions à nous, et je ne vais pas extrapoler à d'autres conditions, on a pu montrer qu'on arrivait à produire avec moins de pesticides. J'ai la certitude, par contre, qu'on n'arrivera pas à produire sans producteur. Et donc, on s'intéresse, on est attentif à vraiment travailler sur l'attractivité du métier. Alors, on a parlé de pénibilité, on a parlé de rémunération. C'est des choses sur lesquelles on essaie de travailler. Et également, dans nos systèmes, travailler aussi sur la complexité. On a vu qu'on était des fois sur des règles de décision, ça c'est un peu notre jargon à nous, qui n'est pas forcément facile à transmettre envers les producteurs quand on est sur ces systèmes. Mais sur les nouveaux essais qu'on met en place, on essaie de simplifier pour que les gens puissent s'approprier les résultats qu'on essaie de mettre en avant. Parce que c'est un peu un biais d'expérimentateur, chercheur, de faire des choses un peu complexes et qui ne sont pas forcément facilement mobilisables, et en tout cas qui peut être un frein pour les producteurs pour se l'approprier. Oui, j'étais en train d'y réfléchir. Et donc, moi, j'avais envie de dire combiner les approches pour évaluer des combinaisons de leviers à différents niveaux pour anticiper et changer. T'es chercheur, toi? Sûrement, ouais, c'est sûrement un peu trop compliqué. C'est pas une critique. Il faut bien qu'il y ait des gens qui gèrent du complexe. Hein, donc, toi, Frédéric? Moi, très rapidement, trois petits points. C'est continuer à travailler dans des programmes de recherche comme ça sur les connaissances, sur les pratiques agricoles, parce que c'est indispensable pour les valider et pour pouvoir les reprendre dans des méthodes de diagnostic plus globales. On a besoin de vous. On ne travaille pas aux mêmes échelles. Et vraiment, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Durabilité, c'est une combinaison de pratiques et qu'il n'y a pas un modèle de durabilité. Moi, ça, j'ai bien vu. Et enfin, c'est qu'il faut adapter les résultats. On l'a peu entendu, mais je l'ai entendu une fois, les résultats des diagnostics au territoire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une méthode qui sort des résultats sans avoir la discussion avec les enjeux du territoire. Voilà. C'est vraiment essentiel qu'on relie le diagnostic ou les indicateurs avec les enjeux. Voilà. Ça, c'est le rôle du conseiller ou c'est le rôle de la personne qui est en lien avec l'agriculteur. Bien, merci beaucoup. Donc, je dirais juste que dans nos recherches, il faut qu'on pense à chaque fois qu'on demande de l'adaptation aussi aux agriculteurs. Et il faut qu'on garde ça en tête dans ce qu'on fait dans nos recherches. Et c'est pas évident. C'est vraiment une variable qu'on ne peut pas laisser de côté. Parce que tout le monde n'a pas une appétence pour le changement, et puis tous les contextes ne sont pas équivalents. Et donc voilà, je voulais conclure, moi, je voulais dire aussi ce que mon take home message, comme on dit en recherche. Donc je voudrais vous remercier donc autour de l'estrade. Je voulais vous remercier aussi dans la salle, parce qu'on a eu des discussions que je trouve très intéressantes. Et je vais laisser la parole à Olivier Le Gall pour qu'il fasse la conclusion. J'espère qu'il est prêt, parce que c'est l'heure. Merci à tous. Merci beaucoup, vraiment merci.